Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables pour le mois de septembre pour les fictions primaires. On a vraiment un super beau mois. Je commence avec Orbi, Dessine-moi un Billy Bouton aux éditions Fonfon. Donc, un album vraiment en humour de Frédéric Wolff et l'illustratrice Orbi. Ce qui est super intéressant dans cet album-là, c'est que c'est l'auteur qui va entrer lui-même dans le livre pour aller faire une demande à Orbi, l'illustratrice. Il va lui demander de lui dessiner un Billy Bouton sans lui donner d'informations sur ce que c'est un Billy Bouton. Et toujours en évitant les questions d'Orbi pour avoir des précisions, toujours en faisant sentir Orbi comme si, si elle n'est pas capable d'en dessiner un, c'est parce qu'elle est peut-être une mauvaise illustratrice, etc. Donc, c'est vraiment tordant du début à la fin. Il va même à un moment donné lui dire, c'est facile, je vois pas pourquoi tu peux pas dessiner un Billy Bouton. Regarde, moi, je peux dessiner. Et là, il lui présente 3 dessins de créatures inexistantes, là, un carcampois, un généval, un pili-poili. Alors, je vois pas pourquoi toi, tu pourrais pas dessiner un Billy Bouton. Il va même aller jusqu'à la fin à dire, c'est pas grave, finalement, je vais aller demander de l'aide d'Élise Gravel si toi, tu peux pas m'aider. Donc, un beau livre en humour qui fait une belle introduction aux personnes qui travaillent autour du monde du livre, parce qu'on parle de l'auteur, de l'illustrateur. Il y a même l'éditrice qui va faire des commentaires pendant le livre aussi. Une page ici où Orbi fait toutes sortes de Billy Bouton. Donc, un livre qui donne envie de dessiner et de rigoler. Je poursuis avec Déjeuner avec papa, recueil de Napron aux éditions La Bagnole, un livre de Simon Boulris. C'est un roman graphique vraiment intéressant, tout d'abord au niveau de l'illustration parce que tout est fait sur des napperons de déjeuner. C'est l'histoire de Gaspard qui va déjeuner avec son père tous les dimanches matins. Alors, c'est leur rituel. Ils se rendent dans un resto, déjeunent ensemble. On va apprendre par leur courte discussion, mais surtout dans les réflexions de Gaspard, ses écrits sur les napperons. On va apprendre que ses parents sont séparés, donc c'est des moments qui sont précieux pour lui de passer du temps avec son père. Il y a aussi la thématique de l'homosexualité qui est abordée parce que son père a quitté sa mère pour pouvoir vivre avec son nouveau conjoint. Son père est vraiment un homme de peu de mots, donc c'est vraiment intéressant de voir comment ici on parle de grandes émotions, de grands bouleversements de vie, mais tout en silence. C'est bizarre que je dise ça comme ça, mais on ressent vraiment les émotions des personnages à travers leur non-conversation. C'est vraiment très bien fait. Le père de Gaspard travaille dans un parc d'attractions. Donc, il y a des éléments qui se passent aussi au parc d'attractions. C'est là où est-ce qu'il a rencontré son nouveau conjoint. Et ça va même à peu près vers le 3/4 du livre s'en aller vers la thématique du deuil parce que le conjoint va avoir un accident de travail et va décéder. Donc, c'est vraiment un livre très, très touchant. Relation père-fils, des grandes émotions, des grands bouleversements. Vraiment un gros, gros coup de cœur. Je poursuis avec Trèfle aux éditions Comme des géants, un livre de Nadine Robert. C'est vraiment un petit bijou tout mignon, tout en douceur. C'est l'histoire de Trèfle, une petite fille au mignon bonnet qui vit à la ferme avec une grande fratrie, je pense qu'ils sont 6 ou 7. On va la suivre à travers 5 courts chapitres. Puis, la thématique, en fait, on est autour des décisions. Chaque petit chapitre se termine par une décision que Trèfle va devoir prendre, un dilemme qu'elle vit. Des petites choses de la vie, mais quand même, elle va vivre une aventure parce qu'elle va se rendre en forêt, puis elle va voir passer une des chèvres de la ferme. Donc, elle va se demander, est-ce que je vais la sauver pour la ramener à la ferme ou je reste ici en sécurité? Donc, c'est quand même une petite aventure. Le contact avec la nature aussi est vraiment intéressant. Dans ce livre-là, je vais vous montrer ici, voilà. Avant chaque décision, Trèfle, elle va entrer en contact avec un élément de la nature. Elle va demander à cet élément-là de la nature de l'aider.
Ici, elle parle à l'arbre. Puis jamais l'élément de la nature va lui donner une réponse. C'est vraiment elle qui va devoir faire son choix. Mais à chaque fois, elle va être apaisée par ce moment-là où elle a laissé où elle s'est imprégnée de la nature. Donc ici, par exemple, elle va se coucher près du ruisseau ici, demander l'aide au ruisseau, au vent, etc. Je vous montre un peu un intitulé de chapitre là, où on a toujours une petite question qui nous indique quel sera le choix qu'elle devra faire à la fin de ce chapitre-là. Et ce que je voulais montrer, ce que j'aime beaucoup, bien entendu, c'est la morale de cette histoire-là. Donc, on est vraiment autour du fait d'écouter la voix de son cœur et de suivre son cœur, de voir où notre cœur va nous mener. C'est vraiment une très belle lecture pour les petits. Je poursuis avec Hokusai et le Fujisan aux éditions Amaretta. Ici, on a une œuvre très originale pour son point de vue. Donc, le narrateur, c'est le mont Fuji, le plus grand volcan du Japon. Et c'est une œuvre qui est biographique. Donc, le mont Fuji, de son point de vue, va nous présenter Hokusai, qui est un peintre japonais fort connu. C'est vraiment le fun parce que Hokusai est justement reconnu pour avoir peint le mont Fuji des dizaines, peut-être même des centaines de fois, je pense. Donc, c'est bien qu'il les ait mis en relation. On va nous présenter vraiment le parcours de ce peintre-là. C'était vraiment un homme très singulier. Il était reconnu pour ses peintures gigantesques qu'il pouvait faire là, sur plusieurs mètres carrés au sol. On le voit ici en train de dessiner le portrait d'un moine. Il va aussi faire un exploit auprès du général de l'armée qui va avoir entendu parler de Hokusai et qui va dire moi j'ai rien vu de ce qu'il a fait encore, alors il va le faire venir directement dans les jardins du palais pour avoir en direct une œuvre de Hokusai. Hokusai va va peindre avec un balai une gigantesque rivière, va faire venir un coq, va tremper les pattes du coq dans la peinture rouge. Il va laisser le coq se balader sur sa rivière, donc pour créer des feuilles d'automne qui descendent dans la rivière. Donc on voit que c'était un peintre qui manquait pas d'imagination. Il faisait aussi des choses très petites, hein? Donc là, c'est des œuvres de grandeur que je vous ai montrées. Mais il pouvait dessiner aussi, peindre aussi sur des graineries. Donc c'était vraiment un homme très talentueux. On parle beaucoup de sa fille aussi, à travers ce livre-là, qui va l'accompagner dans son œuvre. Ici, c'est au moment où est-ce qu'il va peindre ces dizaines de vues du mont Fuji. Alors, très bel album, très original. J'ai adoré les illustrations. Vraiment à découvrir. Les monstres valises chez Alice Jeunesse, ça pour moi, c'est vraiment un album que j'appelle un album bonbon. Les couleurs sont éclatantes, l'histoire est amusante. C'est un homme qui va arriver dans un village avec sa valise. Il va se présenter sur le marché et va faire un appel à tous parce qu'il y a une présentation spéciale à faire. Il va mélanger 2 ingrédients, mettre ça ensuite dans sa valise et sortira de sa valise toutes sortes de créatures imaginaires, rigolotes, qui sont en fait l'assemblage des 2 éléments qu'il aura mis dans sa valise. Donc, devant la foule stupéfaite, il va faire apparaître, par exemple, un pamplemoustique. Alors, un moustique et un pamplemousse mélangés. Chaque petite créature va se balader quelques instants avant de retourner dans la valise et le monsieur va venir refaire ça à chaque semaine sur la place du marché. Il y a de plus en plus de gens jusqu'à ce qu'il fasse apparaître un bandinosaure. Alors, le bandinosaure, lui, de son côté, n'aura pas du tout envie de retourner dans la valise comme les autres créatures imaginaires que le monsieur aura créées. Il va plutôt manger son créateur. Donc, ça part en vrille à la fin. Et puis,
terrifié, il va manger son créateur et terrifier tout le reste des villageois. Plus personne n'osera se présenter sur la place publique à partir de ce moment-là. Et la valise restera toujours là avec des bruits étranges qu'on entend venant de l'intérieur. Donc, on peut s'imaginer toutes sortes de choses sur ce qui se passe maintenant à l'intérieur de cette valise-là. Très rigolo. Je poursuis avec Le Monde de Maxime chez La Pastèque de Jacques Goldstein. Petit bijou de Goldstein encore. Quel bonheur de retrouver son trait d'illustration. C'est vraiment très joli. On a Maxime, une jeune fille solitaire qui adore lire, qui adore les chats. Elle n'a pas d'amis à l'école, mais ça lui va. Elle aimerait peut-être s'en faire une cette année, mais surtout concentrée sur sa lecture et sur les chats. En rentrant de l'école, elle va découvrir que dans la ruelle, il y a plusieurs bols de nourriture pour chats qui ont été déposés. Puis comme sa mère lui dit toujours de ne pas nourrir les chats de ruelle, elle va décider d'enquêter et d'essayer de découvrir qui est la mystérieuse personne qui a déposé ces bols-là pour les chats et qui vient les remplir chaque jour. Et elle va faire la rencontre d'une vieille dame, pas très agréable, qui n'a pas vraiment envie d'avoir de la compagnie. Mais Maxime et la vieille dame vont s'apprivoiser toutes les deux et créer vraiment une belle relation d'amitié. Maxime va l'aider à nourrir les chats de ruelle, à en prendre soin. Donc, il y a vraiment une belle morale autour de la relation humains-animaux aussi. Et à travers tout ça, elle va aussi réussir à se faire une petite amie aussi à l'école. Donc, c'est vraiment une belle histoire, belle morale. Les dessins, comme je vous dis, c'est superbe. C'est vraiment un incontournable pour ce mois-ci. Je termine avec le dernier et non le moindre, Monsieur Je sais tout, du duo que j'adore, Michael Escoffier et Mathieu Maudet, qui font toujours des trucs cocasses et incontournables. Regardez déjà, il faut que je vous montre la 4e de couverture. Tu savais que les éléphants pouvaient boire jusqu'à 150 litres d'eau par jour? Alors, c'est le petit garçon qui parle à son guépard en faisant pipi. Donc, on voit le genre d'humour qu'on retrouve ici. C'est Monsieur Je sais tout, un jeune garçon qui a absolument réponse à tout. Alors, il se présente et il parle au lecteur, il interpelle le lecteur pendant tout l'album. Ce qui est intéressant, ce qui est drôle en fait, c'est qu'il demande toujours au lecteur de lui poser des questions puis que ça va être facile, il va pouvoir répondre à toutes les questions sans problème. Mais à chaque fois qu'on est rendu au moment où il devrait répondre à notre question, il réussit à s'en tirer, à trouver un moyen de l'éviter, jusqu'à ce qu'il nous informe qu'il a vraiment besoin de sortir du livre, il a envie de pipi. Alors, à la place de répondre à nos questions, il va nous présenter plein de réponses possibles en nous disant que, peu importe c'est quoi notre question, on devrait trouver la réponse parmi toutes les réponses qu'il nous a laissées. Et en plus de ça, il nous piège en disant « Ah oui, puis je compte sur toi, prends ma place si quelqu'un vient avec une question, moi je serai plus disponible. » Donc bien entendu, ça se termine avec une jeune fille qui entre dans le livre et qui a une question pour Momo. Momo n'est pas là pour répondre, donc c'est nous qui devons répondre à « Tu sais toi, comment on fait les bébés? » Alors, une belle chute tout en humour. Donc, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Merci! Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui, je vais vous présenter les incontournables pour la salle du mois de septembre. Il est à noter qu'on va avoir également des livres de présentés de la salle antérieure, donc des choses que vous auriez pu avoir ratées durant l'été. Donc, le premier que je voudrais vous présenter et qui ne fait pas partie de la salle de monte actuelle, c'est L'île de Maria. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la littérature adulte, c'est une version jeunesse du livre L'île des oubliés, qui est paru chez nos adultes. Donc, c'est un hybride entre un roman et un album, qui est vraiment très beau. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, quand on est dans le présent, on a des images dans des teintes claires, comme on le voit ici. Et le reste du temps, on va avoir des couleurs un peu plus sobres, comme on le voit ici.
Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'histoire? Nous sommes en Grèce, ce qui est assez peu coutumier dans la littérature intermédiaire. On va suivre, en fait, l'histoire d'une grand-mère qui parle à sa petite-fille et elle va nous parler de la pandémie de lèpre qui a sévi à travers le monde il y a à peu près un siècle. Donc, la lèpre était une maladie qui était non curable à cette époque-là. Il faut comprendre que c'est une maladie qui était dégénérative et qui était vraiment horrible, qui se transmettait assez facilement. Donc, au niveau des effets, pour ceux qui seraient pas familiers avec la maladie, ça se caractérise par une insensibilité, souvent au niveau d'abord des extrémités et progressivement ensuite sur le reste du corps. Donc, les gens perdaient d'abord des doigts, puis des mains, puis des bras et finissaient ultimement par en mourir. Donc, vu que c'est une maladie qui était profondément traumatique et qu'on n'avait pas encore de solution pour curer la maladie, on faisait ce qu'on appelait des quarantaines. En Grèce, il y avait une île en particulier qui s'appelait Spina Longa, et c'est sur cette île-là qu'on envoyait les gens qui étaient atteints de la maladie. Il faut comprendre également qu'à l'époque, la maladie était associée beaucoup à la religion, ce qui fait que pour une personne qui attrapait la maladie, on disait pas qu'elle était malchanceuse, on disait qu'elle était maudite et que dans le fond, probablement que dans sa vie, elle l'avait méritée. Donc, il y avait vraiment une idéologie particulière autour de la maladie, ce qui faisait également que même les gens qui n'avaient pas contracté la maladie, mais qui avaient un membre de la famille qui l'avait contracté, ils étaient aussi mis au banc de la société. Il y avait vraiment beaucoup de stigmatisation autour de ça. Donc, Maria a vu d'abord sa mère tomber malade et est envoyée à Spina Longa et du fait même son meilleur ami. Donc, 2 membres très importants pour elle qui sont partis durant une période d'à peu près 5 ans, jusqu'à ce que Maria elle-même la contracte. Ce qui est notable dans l'histoire, c'est que Maria, elle vivait dans un village qui était juste à côté de l'île, ce qui faisait qu'elle pouvait carrément faire des signes de la main à sa mère qui était sur l'île des lépreux. Donc, il y a quelque chose de vraiment déchirant ici. Ultimement, elle va l'attraper aussi, donc elle va se retrouver sur l'île de Spina Longa également. Et il faut comprendre que sur l'île, en fait, c'était pas la mer à boire au niveau des conditions de vie. Il y avait une bibliothèque, il y avait une boulangerie. C'était une île assez normale. La seule contrainte, en fait, c'est que les gens ne pouvaient pas la quitter. Et en fait, notre Maria, c'est une bonne tête, donc une scientifique dans l'âme. Elle va prendre beaucoup d'informations sur les gens qui sont sur l'île. Et ultimement, ces informations-là vont être utiles à un médecin qui va venir pour trouver une cure à la maladie. Donc, encore parler de l'importance des sciences ici. Fait notable, parce que j'ai été faire des petites recherches après, sachez seulement que c'est une femme qui a trouvé ultimement la cure dans la vraie vie. C'était notre première afro-américaine qui a fait une maîtrise en biologie sur le continent américain. C'est elle qui a trouvé le médicament, mais comme on le voit souvent en histoire, malheureusement, c'est un homme qui s'est arrogé sa réussite. Mais oui, la maladie de la lèpre aujourd'hui, elle est curable grâce aux efforts, dans le fond, de personnages, bon, peut-être pas ceux-là parce qu'ils sont fictifs, mais par des vraies personnes qui ont fait des recherches, qui ont également eu le courage d'aller voir les gens qui souffraient de la maladie en dépit des risques pour trouver une solution. Fait que c'est vraiment un bel album, ça se lit vraiment très bien, il y a beaucoup d'images, donc on voit, bon, au niveau de l'écriture, c'est à peu près du 3e cycle primaire, mais c'est vraiment très beau et on en a de plus en plus. Donc, je vous invite à regarder cet album-là de plus près. Le second, c'est Circus Maximus, la course de ma vie, un beau pavé de 450 pages. Lui également n'est pas dans la salle de monte actuelle, il était dans la salle de monte du mois d'août. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le premier tome d'une duologie ou d'une trilogie. Je ne sais pas encore combien de tomes il va avoir, vu que c'est le premier. Nous sommes à Rome. La Rome antique, donc on est à l'époque de Caligula, donc on est à peu près, oh mon Dieu, c'était quelques années, premier siècle après Jésus-Christ, voilà. Nous suivons la jeune fille qui est sur la couverture. Bon, il y a une petite erreur, en fait, elle est habillée comme une centurionne, mais en fait, c'est une aurige. Donc, les auriges, c'était les conducteurs de chars à l'époque. Imaginez la Formule 1 au 1er siècle de notre ère. On nous explique en fait qu'à l'époque, les courses de chars, c'était vraiment quelque chose de très citadin. Les Romains et les Romaines tripaient vraiment sur les courses. Il y avait 4 factions à Rome. Il y avait les verts, les bleus, les rouges et les blancs. Et nous suivons de très près 2 curies, donc la bleue et la verte. Nous suivons Didon. Didon, elle a 12 ans au début de l'histoire. C'est la fille de l'entraîneur de la curie verte. Et on comprend qu'elle adore les chevaux et elle veut devenir aurige. Mais évidemment, bon, c'est une fille et elle ne peut pas.
La particularité qu'on voit en fait au début, c'est que le père de Didon, en fait Didon elle-même va trouver une baie dans le box d'un des chevaux. Et cette baie-là, en fait, c'est une drogue qu'on donne aux chevaux pour augmenter leur performance. Donc on est dans quelque chose d'un terrain connu ici avec nos athlètes, mais on le faisait également pour les chevaux à cette époque-là. Le père de Didon est furieux. C'est pas comme ça qu'on gagne des courses, évidemment, c'est de la triche. Donc il va essayer d'aller voir, dans le fond, le propriétaire de l'écurie verte, et malheureusement, va se faire assassiner. Donc, notre Didon, elle doit quitter au plus vite Rome si elle veut survivre, parce qu'elle est sur la liste des personnes à assassiner. Et elle va se retrouver avec un des plus grands auriges de son époque, mais pour la Curie bleue, qui est devenu un éleveur de chevaux à Carthage, qui est la ville d'origine de la mère de Didon. Et dans le fond, elle va devenir un petit peu sous son aile. Puis elle va vraiment commencer un entraînement pour devenir aurige. Elle a vraiment un grand talent. Et elle va prendre le nom de Léon. Donc on comprend qu'elle va se travestir en garçon pour pouvoir continuer son rêve. Ultimement, elle va revenir à Rome. Il y a 2 choses qu'elle voudrait faire. La première chose, c'est évidemment concourir dans le Cirque Maximus, qui est le plus grand endroit pour les courses. Et également, elle voudrait retrouver un certain cheval qu'elle a appelé Porcellus. Et ce Porcellus-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il va devenir le cheval de Caligula, qui est l'empereur de l'époque. Et ce cheval-là s'appelle Incitatus et il a vraiment existé. Donc, tout ce qui est autour du cheval est en fait véridique. Encore une fois, j'ai fait mes recherches. Donc, c'est vrai qu'il y avait un box en marbre. C'est vrai qu'il avait un abreuvoir en or. Il y avait vraiment quelque chose de très décadent. Donc, de ça, c'était le cheval préféré de l'empereur. Et Caligula, on peut en parler un petit peu. C'est quelqu'un qui est un petit peu particulier au niveau de sa personnalité. Il y a des excès de fureur. Et personne ne veut lui déplaire parce qu'il peut vraiment devenir vraiment cruel. En faisant des recherches, dans le fond, on comprend que cette personne-là, très probablement, elle était bipolaire. Donc, ce qui explique un peu le haut et le down au niveau de son humeur. Donc, il y a plein de choses vraiment savoureuses à aller voir dans ce petit roman-là. Il y a autant d'histoires qu'il y a de courses, il y a beaucoup d'action. D'après moi, ça pourrait aussi bien plaire aux garçons qu'aux filles. Et encore une fois, le domaine des sports, on en a peu. C'est vraiment très cool. Je l'ai lu pratiquement en une fois. Au niveau de l'écriture, on le voit, c'est quand même pas si gros. Donc, ça se passe relativement bien, même si c'est 450 pages. Donc, à voir. Donc, les prochains font partie de la salle de monde du mois de septembre, donc vous devriez pouvoir les retrouver dans la salle de monde actuelle. Donc ici, on a Mélie quelque part au milieu, qui est le 2e tome en fait de sa série, mais vous n'avez pas besoin de lire le premier. On a un petit roman québécois qui nous parle du père étranger et aussi un petit peu de l'adaptation. Donc je vous explique, on a un personnage ici qui s'appelle Mélie. On comprend qu'elle n'est pas très vieille, donc elle a à peu près 10 ou 11 ans. Et cette jeune fille-là, en fait, elle vit avec sa mère parce que son père, il a été emprisonné dans leur pays d'origine. On ne nous mentionne pas le pays en présence. Ça pourrait être Cuba, ça pourrait être le Mexique, ça pourrait être la Russie aussi, tant qu'à faire, mais j'ai l'impression que c'est un pays hispanophone. Ce papa-là, dans le fond, a été emprisonné probablement parce qu'il avait un avis politique contraire. Donc, c'est pas parce que c'est un criminel, c'est simplement parce que c'était quelqu'un qui était verbalement impliqué. Cet homme-là va être libéré. Et il va venir habiter au Québec avec sa femme et sa fille. Il ne connaît pas sa fille. C'est pas évident parce que pour un enfant, on le dit souvent, c'est normal d'aimer ses parents. Mais dans le cas où le parent n'a pas été là durant toute notre vie, c'est peut-être pas aussi évident. Donc là, il faut s'apprivoiser. On parle pas la même langue, donc il faut que le papa apprenne le français et elle, il faut qu'elle apprenne à jouer un peu avec la langue de son père aussi. Ce qui est très intéressant également, c'est que le père en question ne veut jamais quitter l'appartement, donc on suppose qu'il est traumatisé. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'insertion sociale ici. Et ultimement, il va devoir aller voir un psychologue, donc c'est bien aussi de dire que même les adultes peuvent avoir besoin d'un coup de main en psychologie, surtout face à des traumas. L'autre élément qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Mélie a un professeur, en fait, son professeur de 4e année, si ma mémoire est bonne, Monsieur Xavier. Donc, c'est plus son professeur parce qu'elle est en 5e maintenant. Et ce professeur-là, il a un conjoint. Et ils ont décidé d'adopter une petite chinoise qui s'appelle Mélie. Donc, ils ont le même nom, en fait. Et elle va devenir sa gardienne. Donc, on a 2 histoires de famille dans ce petit roman-là. J'aime beaucoup l'histoire des 2 papas également. Ils sont en pleine rénovation, c'est pas facile. Et il y en a un des 2 qui voit qu'il n'y a pas la même touche un peu magique que son conjoint, donc il se sent un peu est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je fais les choses bien? J'aime bien l'idée qu'on montre des parents qui sont un peu vulnérables pour que les enfants voient que les adultes aussi peuvent l'être.
et comprendre que c'est normal d'avoir des émotions et d'avoir des inquiétudes, surtout dans un rôle parental. Donc, ça se lit, encore une fois, très bien. C'est assez court, des tout petits chapitres. C'est très touchant. C'est vraiment ouvert sur l'espoir en même temps, l'adaptation. C'est pas facile, mais en groupe, on y arrive toujours mieux. Donc, un beau petit roman québécois à regarder ici. Le prochain est un peu dans la même veine, Motel Calivista, qui est une série également. Donc, les Anglais sont rendus au 3e tome et nous, les francophones, on est rendus au 1er. Donc, comme vous le voyez, La Maison Scolastique, donc c'est un roman qui nous arrive des États-Unis. Et c'est un roman qui est inspiré également par une autrice. C'est un peu sa vie à elle. Donc, il y a beaucoup de choses de tout à fait réalistes là-dedans. Et il y a vraiment plein de thèmes. C'est un sacré bouquet, ce petit livre-là. Ça se lit, c'est vraiment plaisant. C'est plein de petites anecdotes. Donc, on a Mia, qui est notre personnage fictif, mais qui, dans le fond, est très probablement Kelly Young à pareil âge. Elle a 10 ans. On nous explique qu'elle vient de Chine avec sa famille. C'est une enfant unique comme la plupart des enfants chinois de son époque à cause de la politique de l'enfant unique. Et elle vient aux États-Unis dans les années 90 avec sa famille dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, plus libre. Et bon, on comprend un peu tous les arguments des immigrants de venir aux États-Unis. Ce qui est particulier, en fait, et ce qui est marquant, vous avez plusieurs générations d'immigrants. On a le même phénomène ici au Canada et au Québec. Et on comprend qu'en fait, selon la génération, il va y avoir certains abus. Donc, je vous explique que la 2e, 3e génération d'immigrants, ça leur arrive de profiter de la manne de la première génération. Donc, on a un homme chinois qui va embaucher les parents de Mia dans un hôtel. Et on comprend qu'au début, bon, il est tout mielleux, il est tout fin, mais en fait, ils se sont vraiment fait avoir. Non seulement c'est 2 adultes qui font le même salaire, donc c'est 2 personnes sur le même salaire, et même 3 parce que leur fille va travailler. Mais en plus, l'homme va arriver après coup et leur dire, ben, vous savez quoi, je vous avais promis 5 $ par personne, mais ça va être au bout de 15 personnes. Donc, il y a vraiment d'exploitation ici et c'est malheureux parce que ça arrive souvent. On va voir d'autres petites histoires aussi qui vont en parler d'émigrants qui vont avoir pris en otage des passeports d'émigrants de première génération. Il y a plein de choses à traiter là-dessus. Et ce qui est merveilleux en même temps, c'est qu'on voit vraiment plusieurs communautés. Là, on est avec des Chinois. Dans le cas des personnages principaux, on va voir les Hispaniques, on va voir les Noirs, les Afro-Américains. Donc, on voit que c'est vraiment tous les groupes immigrants qui sont un peu victimes de ça dans des États-Unis qui sont encore très inégales et qui sont encore, soyons francs, racistes. Donc, Mia va nous parler aussi de son école et de son statut. On va parler de la langue. Sa propre mère lui dit, tu sais, Mia, tu seras jamais aussi bonne en anglais que tes petits camarades américains, donc c'est même pas la peine de dire que tu veux devenir auteur. Ça n'a aucun sens, tu seras jamais bonne en anglais. Pourtant, effectivement, notre autrice existe aujourd'hui. Un des points que j'avais remarqué qui était particulièrement touchant, les étudiants de certains groupes sociaux qui ne font pas de cours d'éducation physique parce que s'ils font un cours d'éducation physique, ils peuvent courir le risque de se blesser. Et s'ils se blessent, c'est 3 000 $ à l'urgence. Et les parents n'ont pas ce 3 000 $-là. Fait qu'on voit vraiment les iniquités. C'est pas les États-Unis tels que les immigrants le conçoivent, malheureusement. Et malgré tout, dans le roman, il y a plein de belles choses. Il y a un beau travail d'équipe à travers l'hôtel. Il y a beaucoup d'empathie. Mia va aider un nombre assez considérable de personnes grâce à des lettres. Donc, la puissance des mots, la capacité de passer par-dessus les gens qui utilisent la peur pour avoir des bénéfices. Il y a plein de choses à regarder. C'est vraiment très beau. Je vous souhaite de le regarder, puis même de le lire en tant qu'adulte. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre de ce petit livre-là. J'ai bien hâte de voir la suite également. Donc, Motel Calivista. Le prochain, que j'adore aussi, J'ai enlevé mamie. Donc, bon, je vous ferai pas de dessin. On a un enfant qui a kidnappé sa grand-mère dans un centre, probablement un CHSLD, l'équivalent en Belgique, parce que nous sommes en Belgique, ce qui est, ma foi, aussi rare. Donc, on a, oh mon Dieu, bon, le prénom, j'ai toujours de la difficulté avec les noms. Ah oui, Lou. Lou, elle a à peu près 11 ou 12 ans également, donc je suis vraiment dans le groupe d'âge intermédiaire ici. Sa grand-mère est dans un CHSLD qui n'a pas la même appellation parce qu'on est en Belgique, bien sûr. Elle a probablement de l'Alzheimer ou un début de démence, c'est pas tout à fait clair, mais on comprend que sa mémoire est déficitaire et on comprend que des fois, les noms, les souvenirs, ça se mélange un petit peu. Lou trouve ça vraiment désagréable que sa grand-mère soit entre quatre murs comme ça
et elle va décider une nuit d'aller la chercher pour vivre une aventure avec elle, retrouver en fait son grand-père. On ne sait pas si le grand-père est vivant ou non parce que bon, ça fait quand même quelques années que la grand-mère s'est retrouvée toute seule. Et des fois, elle se mélange. Ah, c'était un marin. Non, finalement, c'était un garde-chasse. Bon, c'est vraiment pas clair. Mais c'est beau. C'est tellement beau. Il y a des illustrations dedans. Je vais vous en montrer. C'est vraiment joli. Donc, on a celle-là qui était très belle. Les images sont très parlantes, mais sont très symboliques également. Donc, il y en a que c'est pas forcément concret. C'est comme celle-ci, on le voit. Mais ça parle tout seul. Donc, le ton est très rigolo. Il y a des expressions qu'elle va utiliser. Elle met un peu en lumière l'absurdité des fois de nous autres, les adultes, comment on peut être un peu rigide dans nos pensées. C'est vraiment mignon. Ils vont faire un voyage en train, ils vont aller à la mer, ils vont parler beaucoup de nourriture. C'est très amusant parce que dans le fond, elle a pris l'argent de la tombola, qui est un truc qui se fait beaucoup plus en Europe, pour pouvoir financer son voyage. Ils vont même aller dans un bel hôtel. Jamais oublier qu'on a un devoir envers nos aînés, surtout en ce moment avec la COVID, parler de l'importance de l'intergénération, l'importance de cultiver le souvenir, d'être patient. C'est bien qu'on en parle. J'aime le fait qu'on parle de plus en plus de nos aînés en littérature jeunesse. Donc ça, c'est tout à fait dans l'esprit. Donc pas très long à lire, encore une fois, mais c'est vraiment tout doux, ça se savoure. C'est vraiment très beau. Donc, à regarder. Et je vous ai gardé mon dernier, qui est vraiment mon bonbon absolu de ce mois-ci, Chaud devant. Laissez-vous pas impressionner par la couverture, qui est pas super, mais bon. Donc, je vous avais présenté dans une capsule antérieure Cindy et moi de Sandra Dussault aux éditions Luzerne Rousse. On est un peu dans la même veine ici avec Bayard, un roman qui nous vient des États-Unis également. Donc, on va vous parler de Michael. Michael, il a 12 ans, presque 13. C'est un entrepreneur qui cherche un peu sa vocation, donc il a un petit peu converti sa famille en entreprise. C'est vraiment très drôle. Donc, il y a un conseil d'administration avec ses parents. Son père, c'est le trésorier, sa mère, c'est la secrétaire. Et il y a sa sœur démoniaque qui, selon lui, c'est ça, c'est le mal incarné, mais c'est vraiment très drôle. On fait plein d'allusions avec le diable, les personnages de fiction en littérature. Et elle, dans le fond, c'est son assistante. Donc, ce qu'on a essentiellement, c'est un adolescent. Il est gay, c'est vrai, je dois vous dire qu'il est gay. Mais pas gay dans le stéréotype qu'on connaît. Donc, pas de maniérisme, pas de côté un peu diva, pas il s'habille pas en fille. On est dans quelque chose, dans quelque chose d'assez... en fait, on le remarquerait pas, en fait, si c'était quelqu'un de gay. J'aime beaucoup le fait qu'on l'aborde ici, parce que c'est vrai que des fois, on a des stéréotypes, même pour les orientations sexuelles, comme l'homosexualité. C'est bien d'en parler. On a une brochette de personnages là-dedans, diversifiés. On a un personnage indien, on a un personnage afro-américain, on en a un qui est... oh mon Dieu, c'était quoi son origine? Oui, notre drag queen, je vais y revenir, qui est hispanique. Donc, notre entrepreneur essaie toutes sortes d'idées, ça fonctionne pas, c'est pas aussi simple qu'il pensait, et ultimement, il va se faire demander de devenir agent par Julian, et Julian, c'est un garçon qui veut donner drag kid. Je savais pas que l'expression existait, mais elle existe bel et bien, qui sont les enfants drag queen. Donc lui, son rêve, c'est de se produire sur les scènes. Son nom de scène, c'est Coco Caliente, prêtresse du chaos et de la folie. J'adore son nom, c'est très drôle. Il veut se produire sur la scène, et il a besoin, dans le fond, de Michael pour donner son agent et lui trouver des cachets. Donc, on a tout le dialecte autour de l'entrepreneuriat qui est vraiment très drôle, qui est vraiment bien fait pour le niveau intermédiaire. Là, comme je vous disais, on parle de l'homosexualité, il y a différentes façons de l'être, tout comme il y a différentes façons d'être hétéro. Ça aussi, on va l'aborder. L'humour est savoureux, chaque ligne est une joie, c'est vraiment plaisant à lire. Il y a beaucoup d'humour de plusieurs types, beaucoup de sarcasme. Et on a... vraiment plusieurs enfants atypiques qui vont devoir travailler ensemble pour pouvoir bâtir éventuellement leur projet. C'est beau, c'est vraiment trippant, c'est bien qu'on ait cette diversité-là. Je suis contente qu'on en ait de plus en plus. Réaliser ses rêves, c'est important, donc je ne l'ai pas encore terminé, mais vraiment, c'est génial. On est plusieurs à l'avoir lu en ce moment, et on l'aime beaucoup. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près. Donc, ça va conclure pour moi aujourd'hui. Donc, c'était les romans intermédiaires pour la Salle de monde du mois de septembre et les livres que vous auriez pu avoir ratés pour le mois d'août et juillet. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été et on va se revoir le mois prochain. Bonne journée!